On va reprendre pour cette deuxième partie de matinée. Donc notre souhait dans le cadre de cette journée, c'était aussi sur ce temps de matin, ce temps de prise de recul, c'était aussi d'avoir un moment consacré à l'expression des personnes en situation de handicap et de leurs familles. Et donc pour cela, on a été amené à avoir plusieurs modalités d'expression. Donc on va vous diffuser plusieurs films, 2 dans un premier temps, de monsieur Benjamin Laspoussas et de Fabrice Rousseau. Et puis ensuite, on vous en présentera un troisième. Je vais laisser Ludovic engager tout ça. Je m'appelle Benjamin Laspoussas, j'ai donc 32 ans. L'inclusion, c'est être dans un appartement pour être en autonomie, se débrouiller tout seul, quoi. Faire une liste de courses, se déplacer en bus, et la vaisselle, faire le ménage dans l'appartement, voilà quoi, c'est ça pour moi. Je suis dans un foyer de vie pour les traumatisés crâniens. L'état Maes de Champfol. Moi, physiquement, moi ça se voit pas, mon handicap, moi ça se voit pas même pas. Ça se voit, c'est un handicap à peu près, je dirais, invisible. Bon, à part que je boite un peu, mais ça c'est bon. C'est rien, c'est pas grand chose. J'ai fait du tir à l'arc, la serbacane, la musculation, l'atelier bois. Voilà, l'activité j'aime. On fait, malgré tout, on fait aussi des sorties en fonction du temps, les week-ends. De vivre ma vie qu'avant, au centre-ville, de me balader tout seul, voilà quoi, à revenir à une certaine heure, à bien respecter l'horaire, de reprendre les trajets en bus, faire nos courses nous-mêmes, aller prendre rendez-vous chez le coiffeur, aussi aller prendre mes rendez-vous pour ma psy, tout ce genre de choses quoi. D'avoir mon travail en fonction de mes capacités quoi. Par exemple, espace vert, j'en ai une autre passion, mais c'est en fait travailler sur les voitures. J'aimerais avoir une voiture, mais je pense pas que ce serait possible. Moi, c'est de trouver un appartement, faire ma vie comme j'ai toujours rêvé, quoi, que je veux avoir. J'ai eu un peu le trac de parler devant une caméra. Ceux qui m'entendent, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté attentivement et je vous remercie beaucoup. Alors voilà, je m'appelle Fabrice Rousseau, j'ai 51 ans. L'inclusion, c'est tout ce qui est pour les gens qui sont en appartement. Ouais, c'est pour progresser en fait. Par exemple au niveau du parcours. Avant, j'étais au foyer Bourgarel et donc je suis en appartement ici là depuis, ça va faire 3 ans le 17 décembre. Là, c'est un logement qui fait 68 mètres carrés
c'est Chartres Habitat qu'on caisse le loyer en fait. Les appartements en fait, pour une personne seule, on va dire que c'est rare. J'ai beaucoup de chance de l'avoir, parce que sinon j'aurais pu en avoir un plus petit. Alors j'ai fait du bénévolat à la Croix-Rouge. J'étais à l'accueil et je répondais au téléphone. Je vais beaucoup sur internet, je regarde la télé bien sûr, j'adore lire. J'étends mon linge, je fais un petit peu des repas, enfin des choses simples quoi en fait. Sinon j'ai fait pas mal de sport aussi. J'ai fait du canoë-kayak, j'ai fait du basket, j'ai fait de l'athlétisme aussi. En ce moment c'est, on va dire, de l'amélioration sur l'autonomie. Je suis accompagné par le SAMSA, par exemple sur les papiers administratifs et tout ce qui est santé. Je peux être accompagné aussi sur les sorties. Par exemple pour des rendez-vous médicaux, assistante sociale, et puis un peu ergothérapeute et psychologie. Comment dire, on est plus libre par rapport à un établissement. Bon, après, comme tout à chacun, on a des contraintes. Mais les contraintes par rapport à une collectivité ne sont pas les mêmes, ça n'a rien à voir. J'ai un service d'auxiliaire de vie, je les ai 1 heure le matin. Rester sur une même personne pendant 1 heure, en établissement, c'est pas possible. Tandis que là, en appartement, c'est possible. C'est une récompense parce que, à savoir, avant il y a une préparation pour rentrer en appartement, il faut quand même de l'autonomie. Et l'autonomie, on m'a appris ce que c'était quoi. Alors par exemple, au niveau du linge, au niveau des repas, au niveau du ménage, tout ce qui est papier administratif, on m'a appris. Ça m'a beaucoup aidé pour venir là quoi en fait. Et j'ai toujours été en collectivité. J'ai jamais fait autre chose. Ce qui est facile, c'est les sorties quoi. Ce qui est difficile, oui, c'est la solitude. La solitude, surtout en hiver, c'est difficile. C'est un peu pesant. Le football et la lecture. Et tout ce qui est sorti en fait. D'aller en ville, faire des promenades, c'est d'aller au devant des valides. Le plus facilement possible quoi. Que les choses dans la vie soient plus faciles en fait. Parce que bon, la société elle est quand même compliquée surtout en ce moment quoi. Donc ouais, que ça soit plus facile quoi. Donc voilà. Ok, merci beaucoup. De rien. Merci à Monsieur Laspoussa et M. Rousseau qui sont présents ici, de leur témoignage. Désormais, on va vous présenter un autre film qui est là, un film de personnes vivant au foyer Gérard Vivien, en foyer d'accueil médicalisé et en foyer de vie. Et puis j'en profite en fait pour vous inviter à venir découvrir cette exposition que nous avons fait le choix d'installer dans cette salle. Donc ce sont des résidents du foyer d'accueil médicalisé du foyer Gérard Vivien qui sont venus les installer. Ce sont des œuvres qui sont créées depuis 2015 par des ateliers différents. Quand je dis des ateliers différents, c'est plusieurs ateliers. Et donc, c'est une manière de cheminer, on va dire, en inclusivité, parce que c'est une forme d'art accompagné, d'expression artistique, qui peut aller de la mise à disposition de supports accessibles, facilement accessibles. Et d'ailleurs, vous avez des témoignages, il y a des photos des personnes qui sont en activité, mais c'est également un accompagnement à la mise en valeur des travaux réalisés par les personnes en situation de handicap, mise en valeur auxquelles elles ont participé également. Et ça a pu conduire également à des expositions. Donc exposition au garage à brouettes, qui est une salle d'exposition au sein du foyer qui permet de faire intervenir des personnes de l'extérieur, de les faire venir. Et d'ailleurs, des personnes extérieures, si ça vous intéresse, peuvent aussi exposer.
Mais ce sont aussi des expositions qui ont été présentées ailleurs. Et donc, ce chemin d'inclusivité permet d'accéder, via la culture et via l'art, à une approche de soi et une approche de l'autre dans des environnements différents et selon les possibilités de chacun. Voilà, donc si vous avez un petit peu de temps sur les intermèdes, venez faire un petit tour pour les observer de plus près et de lire ce que les professionnels ont pu exposer de l'intention et de la volonté de leur travail d'accompagnement. Maintenant, diffusion du film. Je m'appelle Patricia Philippe. Alors, je m'appelle Adrien Palusco. Les Sœurs Sébastien. Je m'appelle André Botta, je vis dans le foyer de vie sur Rivière. Dans les mêmes droits. C'est quelqu'un qui est mélangé avec un milieu ordinaire, avec un milieu protégé, non ? On va en milieu ordinaire pour apprendre à travailler. Le foyer de Villiers-Rivière. Au foyer Gérard Rivière. Au foyer de vie, Gérard Rivière. Je vis à Épernon, dans un domicile maison, chez mes parents. Je viens au foyer la journée et je repars le soir chez mes parents. Au foyer, je fais des activités comme piscine, des jeux de société, un peu de tout, quoi. Parfois, je fais des perles avec Anaïs. De la cuisine, des fois. Ah oui, je fais de la cuisine avec Céline Lefebvre, ma référente. Avec le foyer, on monte à cheval aussi. Et en dehors, je fais du karaté. Je fais karaoké, cabétis. Donc ça c'est la chorale. Plein d'ateliers. Plein d'ateliers. D'accord. Je vais chercher des vêtements avec ma référente Céline. Pique-nique parfois quand j'étais en vacances. À l'extérieur, je fais de tout, comme dessin, des instruments comme djembé, tir à l'arc. Je travaille à la blanchisserie, ça me plaît. Je plie le linge. Mais bon, Vous faites quoi comme travail? Je vais au jardin. Vous travaillez ici au jardin? Ouais. D'accord. J'entretiens les massifs. Au Canada, chez ma famille, en train. Je prends mes sous à ma banque, j'ai une carte de banque, j'ai cherché mon train à la gare. Et vous faites ça tout seul? Oui. Ça fait longtemps que tu prépares ton petit déjeuner tout seul? Oui. Ouais. Avant, ça se passait comment? C'était quelqu'un qui le préparait pour toi? Oui. D'accord. Et depuis combien de temps t'arrives à faire ça tout seul? Depuis le Covid. Depuis le Covid? D'accord.
ça rentre pas, tu mets dans l'autre sens. Regarde. Voilà. Bien. Alors ma plus grande passion, c'est le manga, le jeu vidéo et le rock. Le cheval. Bah, tenir mon budget, savoir quelles dépenses je vais faire. J'ai de l'argent, je sais quelles dépenses je ne vais pas faire. Savoir compter l'argent parce que je ne sais pas beaucoup et comment s'occuper d'une machine à laver, une mettre en route. Cuisiner aussi, vous m'avez dit tout à l'heure. Oui, cuisiner. Je travaille pour justement le foyer m'apprenne à devenir plus autonome, pour que je puisse me débrouiller tout seul, pour que j'ai un appartement et que je travaille plus au foyer, pour que je puisse partir plus vite possible du foyer, pour que j'aille en ESAT et pour qu'après je puisse aller en milieu ordinaire. Habiter tout seul. Donc vous, votre souhait, ce serait de vivre tout seul, Oui. de façon autonome. Oui. Essayer de me débrouiller sans avoir un éducateur derrière. Moi, ça me plairait de vivre avec mon copain, si c'est possible. Mon désir, c'est ça, de vivre avec mon mari. En dehors du foyer. Oui. Autonome, seul dans un appartement. Pour qu'après j'ai le projet de vivre seul dans une maison. Bah merci pour votre participation. Merci beaucoup. Prenez le temps de remonter. De voir votre thé. J'ai bien répondu? Ouais, très bien, D'accord. merci. Alors, merci à Madame Patricia Philippe et à Monsieur André Botta ici présents. Pour leur témoignage, ainsi qu'à Monsieur Payusco et à Monsieur Le Sieur qui n'ont pas pu venir aujourd'hui. Et puis merci également à Ludovic Paul Loubière qui a réalisé l'ensemble de ces films. Maintenant, je vais proposer à Madame Vandermerch de me rejoindre, ainsi qu'à Monsieur Victor Mouton de me rejoindre également. Nous sommes très heureux d'accueillir pour ce temps d'échange Madame Martine Vandermerch, qui est donc la présidente d'Autisme 28, également vice-présidente d'Autisme Centre, de la Fédération Autisme Centre, ainsi que Monsieur Victor Mouton, qui est président du Conseil de la vie sociale de l'Institut d'âme Bourg et de Mai, et donc tous deux parents d'enfants en situation de handicap. Tout à l'heure, vous l'avez évoqué, Madame Vandermerch. Donc déjà, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez, l'un et l'autre, dire en 2 mots ou 2 phrases ce que représente pour vous la démarche inclusive, sachant qu'on passe après Chingardou. Oui. Il n'y a pas de pression. Écoutez, merci. Je peux commencer? Oui, je vous en prie. Merci infiniment. Merci infiniment d'ailleurs de m'avoir invitée, parce que ça me permet de m'exprimer sur ce sujet qui me tient particulièrement à cœur. Alors, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit et très bien dit, mais juste redire que pour moi, effectivement, l'inclusion, c'est le contraire de l'exclusion, puisque nous avons vécu une situation d'exclusion, puisqu'en 1992, mon fils a été exclu par ce qu'on appelait à ce moment-là la CDES, la Commission départementale de l'éducation spécialisée, qui s'est déclarée incompétente, disant que cet enfant ne relevait d'aucun
centre, d'aucun établissement, et que je n'avais qu'à le garder chez moi où il serait bien mieux. Voilà, donc on va pas revenir là-dessus, mais donc voilà, c'est vraiment le contraire. Alors avec tout ce qui a été dit, pour moi la démarche inclusive, effectivement, c'est adapter l'environnement à la personne et non pas la personne à l'environnement, c'est donner le plus possible d'autonomie à la personne et d'avoir un objectif. Et cet objectif-là, pour nous, ça a été qu'on puisse créer une maison vers l'autonomie, vers, que ce soit en sortant d'un établissement médico-social spécialisé, pouvoir aller dans une maison qui va permettre de passer ensuite vers l'habitat inclusif, vers la vie dans la cité. Donc, on a réussi à le faire. Et tout ce qu'a dit Charles Gardou, si vous voulez, ça me parlait parce qu'on a écouté la parole des personnes, c'est elles qui ont dit ce qu'elles voulaient comme vie. Elles se sont exprimées et pouvoir leur procurer cette vie qu'elles attendaient vers plus d'autonomie, plus de liberté et pouvoir ne plus rentrer dans ces exclusivités dont parlait Charles Gardou, c'est-à-dire aller au cinéma, aller à la médiathèque, pouvoir faire du sport. Et quand on est dans ces situations-là, ne plus être considéré comme une personne avec un handicap, mais comme une personne ordinaire, c'est-à-dire quand je fais du ski, je suis un skieur, quand je fais de l'alpinisme, je suis un alpiniste, quand je vais à la médiathèque, je suis un lecteur, je regarde. Voilà, c'est tout ça qui me paraît extrêmement important, c'est pouvoir franchir ces barrières et être enfin dans la vie comme les autres, alors qu'on en a été exclu à un moment donné. Pour vous, Monsieur Mouton, la démarche inclusive? Alors tout d'abord, effectivement, c'est assez compliqué de venir juste après l'intervention de Monsieur Gardot et celle de Madame Van der Merch. C'est intéressant parce que c'est le terme de démarche, moi, qui m'interpelle un petit peu plus parce que au travers du handicap, on a souvent tendance dans les discours à géocentrer le sujet autour de la personne handicapée. La personne handicapée vit dans le cadre d'une cellule familiale également. Et la démarche d'inclusion est souvent faite par les personnes qui ne sont pas nécessairement également handicapées. Je m'explique. Il s'agit surtout dans la démarche d'une prise de conscience, d'une volonté. On parlait de pensée, de volonté et d'agir tout à l'heure. Où la démarche consiste à changer de référentiel et à arriver à voir les choses différemment, à ne plus calquer nos propres principes, nos propres référentiels, nos propres pensées, nos propres structures, mais arriver à comprendre tel que l'autre peut vivre les choses. Et ça pose 3 grandes questions fondamentales. La première, c'est qui je suis, qui est un premier travail d'introspection. La deuxième, c'est qui es-tu, qui est un énorme travail de compréhension. Et la troisième, au final, c'est qui sommes-nous, dans le cadre d'une construction et d'une architecture à remettre en place. Et l'autre point dans la démarche, c'est celle, et ça a été également abordé tout à l'heure, du point de départ, à partir de quand est-ce qu'on parle de démarche inclusive. Et je pense que c'est dès le plus jeune âge, au moment où les enfants sont en inclusion, dans les classes préparatoires et les premières années. Et en effet, il y a une très grande part d'éducation et une très grande part d'exemple. On dit d'un enfant qu'on l'élève. Et je pense que l'enfant nous élève également. Et je pense que c'est ce parallèle qui fonde la démarche inclusive. C'est parce que quand on a travaillé les choses, en fait, Madame Van der Merch, vous, du fait de l'histoire de votre enfant, vous avez aussi affirmé la nécessité, en fait, d'être inclusif. Est-ce que vous pouvez le développer un petit peu? C'est-à-dire qu'effectivement, quand on n'a plus d'horizon, et il faut se donner des horizons, on va combattre ceux qui nous a mis par terre. C'est-à-dire être exclu, à un moment donné, c'est véritablement un combat pour notre enfant, puis aussi pour les autres enfants, de se dire on va réellement, petit bout par petit bout, on va essayer de retrouver une forme de vie plus ordinaire,
plus comme celle des autres familles. Alors, ce que disait Monsieur Mouton, c'est vrai, c'est qu'il faut avoir des objectifs, c'est qu'il faut commencer dès le plus jeune âge. Pour nous, c'était pas possible, hein. Maintenant, on le sait, hein, tout se joue très jeune. Alors, parce que les sciences ont fait des progrès, qu'on sait que effectivement, il faut agir le plus précocement possible, quel que soit le handicap de l'enfant. Moi, ce que je connais mieux, c'est les troubles du spectre de l'autisme, mais on sait bien que pour le polyhandicap, c'est pareil. Donc, on va essayer de trouver des bulles où on va permettre de pouvoir donner à l'enfant la possibilité de s'exprimer. Parce que cet enfant qu'on dit handicapé, il a aussi des compétences, il a certes des difficultés, mais il a aussi des compétences et il va falloir qu'on travaille aussi sur ces compétences pour lui permettre de s'exprimer et que chacun puisse s'emparer de ses potentialités. Donc ça, c'est vraiment le point qui me paraît important, c'est vraiment avoir un regard très, très, très différent. Et en ayant ce regard différent, on va pouvoir être de plus en plus inclusif, quel que soit l'enfant qui est accompagné. Mais je pense que c'est aussi un regard très différent de la part de la société dans son ensemble. C'est-à-dire que... Pour en revenir à mon cas particulier, non seulement il a été exclu, mais les familles demandaient son exclusion quand il était à l'école maternelle. Parce que cet enfant, et on l'a dit, l'école c'est l'élite, hein, voilà, cet enfant il allait peut-être empêcher les autres d'accéder au savoir. Donc, mais sans se préoccuper si cet enfant il avait la possibilité d'acquérir des savoirs aussi. Donc là, on est sur ce point-là. Il faut arriver à ce qu'on change le regard de notre société, que chacun se sente investi d'un pouvoir d'inclusion. Tous à notre niveau, nous devons nous dire, à un moment donné, quel que soit le moment de notre vie, nous pouvons être exclus. Nous pouvons avoir un accident de la vie, nous pouvons avoir une maladie chronique qui va faire que nous allons être, à un moment donné, un peu en retrait de cette société. Donc, c'est vraiment un mouvement de notre société tout entière de se dire il faut que vraiment on change le regard. Ce que disait Monsieur Mouton, c'est qu'on s'enrichit de tout cela. Ça, c'est très, très important. Alors, on s'enrichit nous-mêmes, parents, parce qu'on va bien au-delà de ce qu'on pensait pouvoir faire. Mais les enfants qui sont dans les mêmes classes d'âge s'enrichissent d'avoir parmi eux cet enfant qui n'est pas pareil, mais qui a d'autres compétences, qui a d'autres possibilités. Et on le voit notamment dans ce qu'on met en place dans les unités maternelles autisme, hein, que la paire-aidance se met en place. Et cette paire-aidance, je pense que c'est grâce à cette paire-aidance qu'on va pouvoir aller beaucoup plus loin dans le domaine de l'inclusion. Bon, nos enfants qui sont adultes, bon, ils ont raté des tas de choses, on a raté des tas de choses pour eux, mais essayons d'aller plus loin, même maintenant qu'ils sont adultes, pour le peu de temps qui leur reste avant que la vieillesse n'arrive trop tôt. Mais pour tous ceux qui arrivent maintenant, pour tous ceux qui sont à l'école maternelle, qu'on va diagnostiquer précocement, eh bien, la paire-aidance, ça va être, je pense, un véritable facteur d'évolution de notre société, et ça va leur permettre, et je le souhaite en tous les cas pour votre fils, ça va leur permettre d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. Mais il faut monter des projets. Alors, les projets, c'est pas tout, mais il faut monter des projets qui vont de plus en plus vers la vie ordinaire, de façon à ce que... Et les témoignages des films sont particulièrement frappants à ce sujet, hein. Je veux être autonome, je veux vivre dans mon appartement, je veux pouvoir aller travailler. Ben oui, c'est tout ça. C'est la vie ordinaire. Monsieur Mouton, vous êtes très attaché et vous nous avez beaucoup développé en fait finalement le chemin que votre fils vous a fait faire en tant que père, en tant qu'homme. Est-ce que vous pouvez nous le partager un petit peu parce que ça se rejoint en fait, hein, ce dont on était en train de parler là. Alors effectivement, le témoignage du père que je suis va complètement illustrer le propos précédent. Nous sommes des parents tous les deux. Mon fils a été diagnostiqué RGD, donc retard global de développement, et je n'invente pas la définition qui a été donnée par un neuropédiatre. Tous les feux sont ouverts, on ne sait pas, on peut qu'en constater, et la conclusion a été faite, bonne chance. Donc ceci étant dit, nous avons vécu avec, et en fait, là où il y a vraiment eu un très gros travail, c'est qu'il a fallu composer, il a fallu écouter, il a fallu comprendre, il a fallu se mettre au niveau de la personne en face.
La personne qui, au final, nous a beaucoup apporté réciproquement. Et quand je disais que nous nous étions mutuellement élevés, nous nous sommes mutuellement transformés. Et la personne que j'étais avant d'être père, je peux le dire aujourd'hui, n'est plus, en fait. On apprend à développer un sens aigu, quelque part, je pense, de l'écoute. Non pas qu'elle soit moins bonne quand on est parent, mais je pense qu'elle est différente lorsqu'on est face au handicap. Il y a une bienveillance, une patience. Et en fait, le temps n'a plus la même prise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question n'est plus de savoir ce qu'il fera demain. La question n'est plus de savoir s'il réussira ou non. La question est de savoir ce que ce petit être peut avoir et apporter. M'apporter, s'apporter et apporter au reste du monde. Et en fait, le sens même qui est donné à la démarche parentale et à la vie est radicalement différente. Et on en revient en fait à l'essentiel du sens de l'éducation et du fait d'élever un enfant. Et on met de côté tout ce qui nous paraît moins important. Parce qu'on parle d'un être. On ne parle pas d'une démarche, on ne parle pas d'une idée. On parle d'un être. Et en ça, oui, il y a une profonde mutation qui est passée bien évidemment par beaucoup de phases, dont inévitablement une forme de culpabilisation, de rejet, etc. Et puis, au final, une construction, une architecture qui s'est refaite, où on est allé puiser au fond de nous-mêmes, et plus dans cette partie très instinctive où on en veut au reste du monde, où on a besoin d'avoir quelqu'un en face à qui rejeter la pierre ou pointer du doigt. Mais en fait, on est passé quelque part un petit peu, pardonnez-moi l'expression, mais des tripes, à un émotionnel de cœur et à une raison de tête. Et en fait, c'est là où l'acte et la volonté prennent tout leur sens, parce qu'au-delà de concepts métaphysiques, ce sont des concepts extrêmement concrets. C'est que la volonté et l'acte d'agir proviennent d'une expérience émotionnelle de cœur, mais que l'on a su transcender quelque part par la raison. Et la raison seule forme quelque part une perte de sens, et l'émotionnel seul perd ses rails. Et en fait, c'est l'association des deux et le fait d'avoir su dépasser ce propre regard que nous portions avant. Puisque j'ai été éduqué, pour être tout à fait honnête, dans ma scolarité, j'ai dû voir une seule personne handicapée. Ça me paraissait être un autre monde. C'est ce que d'ailleurs vous trouvez intéressant dans l'accompagnement qui est proposé aujourd'hui et dans la vie aujourd'hui d'Adrien. Alors, dans le cas maintenant d'Adrien, qui a 10 ans, qui est en inclusion, 2 après-midi par semaine, il a énormément de chance, bien évidemment, mais il n'est pas mis dans la situation où il est inclus dans un système dit normal. Il faut savoir qu'il a fait sa petite, moyenne et grande section, sa classe préparatoire, puis il a suivi une partie de sa scolarité, il est aujourd'hui en CM1. Donc en fait, il n'y a pas eu véritablement d'inclusion. Il y a eu à un moment donné une composition avec les autres élèves qui sont ses camarades de classe depuis le plus jeune âge. Donc il est attendu à l'école, mais au-delà de ça, ses camarades de classe ont émis la volonté que leur soit enseigné des gestuels de LSF, donc de langage des signes, de Makaton, et de manière à pouvoir communiquer avec l'autre. C'est-à-dire que la démarche n'est plus venue de la personne qui est dite en inclusion, mais la démarche est venue de l'entourage qui a voulu comprendre. Et on parle d'une tranche d'âge entre 6 et 10, 11 ans. Et en fait, ce sont bien souvent la réaction des parents qui vont modeler le regard de l'enfant. Mais l'enfant en lui-même, il est naturellement inclusif. Il est naturellement dans l'accueil. Et il dépasse naturellement ses frontières. Madame van der Merch, vous avez un regard sur tout le travail qui a été conduit en termes d'approche inclusive depuis les années 90. Et tout à l'heure, vous évoquiez la maison vers l'autonomie que vous avez réussi à bâtir. Est-ce que vous pouvez revenir sur tout ça et nous parler de votre regard justement sur toute cette évolution? Et c'est peut-être ce qu'il y a encore à faire d'ailleurs. Oui, il y a forcément toujours à faire, parce que c'est une démarche qui est au long cours. Alors c'est vrai que depuis les années 90, on a vu une évolution très nette qui est due aussi à tout le contexte législatif aussi, parce qu'on est quand même aidé
en cela par tout ce contexte. C'est-à-dire que pour ce qui concerne le handicap de mon fils qui était l'autisme, en 1990, en France, en tous les cas, il n'y avait pas grand-chose, on n'en était qu'au balbutiement. Et puis tout est venu de la circulaire de Madame Veil en 1995, qui a commencé à dire que l'accompagnement de ces personnes en France n'était pas digne et a donné quelques crédits. Et puis on a vu quand même des lois qui sont apparues, les lois de 2002, vous disiez que M. Mouton était président du CVS, la loi de 2002, c'est sur la modernisation de l'organisation médico-sociale, et d'avoir une vision un peu différente, de donner la parole aussi aux familles, parce que c'est ça, je pense, qui a été fondamental, c'est ce changement, c'est-à-dire que auparavant, et notamment quand on avait un enfant très handicapé, on était quelquefois un peu toléré. Si vous voulez, notamment à l'école maternelle, il fallait se battre, on était toléré. Et puis, après, il y a eu ce formidable élan de dire, ben oui, les familles, les usagers ont le droit de s'exprimer et il faut qu'ils s'expriment. Donc ça, c'était déjà, on était déjà dans une autre façon de penser. Et puis, il y a eu la loi de 2005 sur le handicap, avec la reconnaissance, qui nous concerne, nous, de l'autisme comme un handicap, parce qu'au départ, c'était une pathologie, c'était pas reconnu comme un handicap, donc on n'avait pas les mêmes droits. Donc, la différence, je pense que l'évolution, c'est déjà une évolution dans les droits. Parce que si on n'a pas de droits, on se bat un peu contre des moulins à vent, parce que comme on n'est pas reconnu, donc il y a toute cette évolution sur les droits de la personne. Et puis après, les connaissances scientifiques, moi je pense qu'elles nous ont énormément apporté, notamment en ce qui concerne le handicap qu'est l'autisme, parce qu'on a appris à mieux connaître le handicap, on a donc appris à mieux l'accompagner, parce que c'est ça qui est très très important. Et puis, en l'accompagnant mieux, on a compris que aussi, mais ça c'est pas encore complètement gagné pour les adultes, qu'il fallait faire avec et non pas faire pour. Donc, en faisant avec, on est dans une démarche totalement différente. Et on va donner de plus en plus d'autonomie à la personne. Pour moi, cette recherche de l'autonomie, elle est fondamentale. Parce qu'on va donner des compensations, on va permettre à la personne de s'exprimer, de communiquer, on va lui donner la possibilité de dire ce dont elle a envie et donc de mieux s'inclure. Parce qu'en ce qui concerne les enfants, effectivement, il faut que ce soit une démarche qui soit collégiale, collégiale, partenariale, qu'il y ait la famille qui accompagne très très fortement, parce que si la famille n'est pas là, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile. Et on le voit bien avec toutes ces familles monoparentales, des mamans qui sont désespérées, qui ont beaucoup de mal pour accompagner leur enfant. Mais après, il faut qu'on puisse donner la possibilité à la personne de s'exprimer. C'est ce que vous avez montré à travers les films. Ce sont les personnes qui se sont exprimées. Et on ne peut pas le faire, nous, à leur place. C'est elles qui vont dire ce dont elles ont besoin et la place. Et il faut que ça soit fait, quel que soit le degré de handicap, je dirais. Il faut vraiment qu'on soit dans cette démarche de dire il faut que la personne puisse s'exprimer elle-même. Et on voit bien que on n'est pas encore au bout. Pour moi, on n'est pas encore au bout. Mais qu'on est quand même dans cette démarche-là et que c'est un énorme progrès depuis les années 90. Et puis, toute la société, si vous voulez, se rend compte, à mon avis, qu'on est tous différents. On a vu apparaître des fractions de la société qui expriment leurs différences et qui ont envie d'être reconnues comme telles. Et bien, les personnes handicapées, elles ont besoin de faire partie de la société, d'être reconnues comme telles parce qu'elles ont besoin qu'on réponde à des besoins différents, mais en tous les cas, elles veulent en faire partie. Et ça, je pense que c'est extrêmement essentiel pour qu'on leur donne la parole. Moi, ça me paraît essentiel pour qu'elle... Alors, la parole sous une forme qui peut être un outil de communication. Voilà, c'est pas forcément le verbal. Et justement, ça nous a appris aussi que des personnes pouvaient communiquer, avaient des intelligences différentes, mais que si on ne leur donnait pas ces outils de communication, eh bien, elles ne pouvaient pas le faire. Alors, ça peut être des langues, ça peut être le langage des signes, ça peut être des outils de communication, des tablettes, enfin, ça peut être... Et je pense aussi que
sincèrement, le numérique va nous permettre d'aller bien au-delà de ce qu'on pensait pouvoir faire pour les personnes. Ça, c'est une conviction personnelle. Je pense qu'on n'est pas encore au bout de ce que le numérique pourra apporter en bien à toutes ces personnes qui sont pour le moment un peu en dehors. Alors, en bien, mais il n'en faut pas trop, hein, on le sait. Mais ça peut être quand même, si vous voulez, ça donne des perspectives d'autonomie très intéressantes. La maison pour l'autonomie, la maison passerelle qu'on a créée, il y a des caméras. Il y a des caméras partout. Alors, sauf bien sûr dans les salles de bain et les chambres, hein, ça c'est évident. Mais il y a des caméras partout. Et ça permet aux personnes d'être seules la nuit. Ça leur permet le matin de prendre leur petit déjeuner toute seule, de se préparer seule. Et on sait que quand arrivent les éducateurs, tout est prêt pour enclencher une journée d'activité. Mais on en discutait, on n'est pas au bout. J'en discutais tout à l'heure avec un directeur d'établissement qui me dit « Oui, mais tu comprends, là, ils viennent travailler, mais ils ne sont pas encore dans l'inclusion. » Parce que ils disent pas encore bonjour, ils participent pas encore à la pause, ils participent pas à tout ça. Donc vous voyez, on a encore un travail. L'inclusion, c'est vraiment faire comme les autres, mais se donner les moyens de pouvoir le faire. Je vois le temps qui tourne. Je voudrais juste compléter une petite chose. Alors la première, je rendrai à César ce qui est à César et à Luca ce qui est à Luca, puisqu'en fait je ne suis pas président, mais vice-président. C'est un détail, mais l'état d'esprit est juste fondamental, c'est-à-dire que c'est un enfant qui est président, et donc qui préside. D'accord. Et donc, ça revient à ce que vous disiez, la voix de l'enfant prédomine sur celle de l'adulte. Donc voilà, c'était juste cette précision que je voulais faire, parce que, voilà. Okay. C'est important. Il me semble. Un petit point sur les vigilances à avoir, en tout cas les vigilances que vous renvoie en fait toute cette évolution des politiques et des accompagnements. Alors c'est les familles qui nous renvoient ces vigilances en premier, forcément, surtout les familles des adultes, parce que des adultes qui sont en établissement, Monsieur Gélès l'a dit, on a un projet régional de santé, on a un cadre d'orientation stratégique qui prévoit que pour les établissements médico-sociaux, d'ici 2028, si je ne me trompe pas, puisque oui, il est fait pour 10 ans, les établissements médico-sociaux proposent 50% de leurs prestations pour des personnes extérieures aux établissements. Donc vous imaginez bien que quand les familles ont été au courant de ça, ce qu'elles ont dit, c'est qu'elles ont dit « mais alors on va fermer des places, on va nous les mettre à la porte, qu'est-ce qui va se passer ?» Donc le point de vigilance, c'est de dire que l'inclusion, moi je trouve ça nécessaire, essentiel, mais attention. Et M. Gardou l'a dit aussi, il y a des enfants pour lesquels ça va être trop compliqué, trop difficile, le handicap est tellement difficile à accompagner qu'ils ne pourront pas être dans une classe ordinaire. Eh bien, nous avons aussi des adultes qui ne pourront pas être dans une vie inclusive, dans un appartement, même avec des services. Ils ont besoin d'un accompagnement 24 heures sur 24, 365 jours par an, et pas un panier de services. Donc ça, c'est déjà un point de vigilance important, parce qu'il faut que les familles soient rassurées. Alors je le dis à chaque fois que les institutions sont présentes, mais je crois qu'il faut le rappeler. Et puis, moi je dirais un point, alors là, je vais peut-être faire du mauvais esprit, mais il ne faudrait pas qu'on fasse de l'inclusion pour de mauvaises raisons et des raisons financières, et penser que ça va coûter moins cher de faire de l'inclusion. Donc, non, l'inclusion pour moi, ça peut coûter aussi cher, ça peut même coûter plus cher, parce qu'il y a une démarche à faire, il faut aller vers, mais en tous les cas, les personnes le méritent. Donc ça, c'est vraiment... Mais le point pour les familles, c'est extrêmement important, parce que, vous savez, quand vous êtes une maman qui est seule avec un enfant handicapé, que vous-même, vous avez une santé fragile, que vous habitez, que vous n'avez pas de moyens de locomotion, que les services sont très éloignés, on se dit que quand même, avoir une place dans une institution, c'est peut-être quand même, qui ne sera pas forcément définitive, parce qu'on va travailler et puis on va pouvoir... Mais en tous les cas, faisons très attention de ne laisser personne au bord de la route, au bord du chemin. Juste pour qu'on puisse conclure et ensuite laisser la parole et la possibilité de poser des questions au public, est-ce que l'un et l'autre, vous pouvez donner 2-3 ingrédients qui vous paraîtraient indispensables à une société plus inclusive ?
2-3 mots. En 2-3 mots, ce serait Je très les avais prétentieux. préparés quand même. Hein. Ce serait compliqué, mais même dans le choix des mots, ça n'a pas forcément été simple. Je dirais à titre personnel une très forte remise en question de ce que nous sommes, parce que notre véritable handicap, en fait, c'est notre bagage, souvent. La deuxième, c'est une vraie compréhension, et si vous me permettez un troisième mot, c'est un vrai désir. Un désir pour chacun d'avancer, à l'handicapé aussi d'avancer, et à la société de se changer elle-même. Alors, un mot, la formation. Formation des professionnels, formation des familles. Ça me paraît, on en a parlé, mais ça me paraît essentiel. Sans une bonne compréhension du handicap, enfin de la personne qu'on accompagne, on ne pourra pas l'emmener vers de l'inclusion. Et puis, oui, l'envie, le désir, ça je vous rejoindrai vraiment là-dessus. Le désir d'une société, l'honneur d'une société, de ne vouloir laisser personne au bord du chemin. Les personnes qui ont témoigné dans les films, j'ai retenu quelques mots, ils préféraient qu'on fasse comme cela. Donc, ont pu évoquer avoir les mêmes droits, apprendre, on est bien dans une dimension pédagogique, à être autonome, ne pas avoir toujours un éducateur derrière, faire sa vie et avoir le droit de la rêver, progresser, être plus libre, être vigilant à ne pas vivre trop de solitude, profiter de la facilité de sortir et puis que les choses et la vie soient peut-être un petit peu plus faciles dans la société dans laquelle nous sommes. Voilà. Merci beaucoup. Je crois qu'ils ont raison. Merci. Merci à vous. Attendez, vous allez peut-être avoir des questions. Ah bah oui. Bon, t'étais. Effectivement. Est-ce que vous avez des questions? Bonjour, Christophe Aubouin, je suis directeur du DAM, j'ai la chance d'être le directeur du DAM au sein duquel Monsieur Mouton est vice-président, merci Monsieur Mouton de l'avoir rappelé, vice-président du CVS. C'est pas tant une question qu'un remerciement, je vais faire comme vous Madame Van der Merch tout à l'heure, je vais remercier les personnes qui interviennent. Je crois que l'important effectivement c'est cette question de modularité des réponses. Et j'ai beaucoup aimé, beaucoup apprécié que vous précisiez que l'idée c'était bien de ne laisser personne au bord de la route et de permettre à chacun d'avoir son chemin finalement dans cette société inclusive, parce qu'il faut qu'elle le soit. Mais merci aussi parce que, alors je ne sais pas si c'était vraiment voulu, mais finalement l'association de vos deux témoignages, elle donne aussi une perspective très historique à quelque chose auquel je tiens beaucoup, moi, c'est la relativité de ce qu'on croit possible ou impossible. Vous parliez tous les deux finalement de votre parcours en tant que parents et des obstacles qui ont surgi dans ce parcours parce qu'à un moment on croyait que c'était possible ou que ça ne l'était pas et qu'on avait décidé que pour un tel ça le serait et que pour un tel ça ne le serait pas. Et je crois qu'il faut quand même rester vigilant par rapport à cette question-là parce que tout ça c'est hautement relatif et ça s'inscrit dans une réciprocité, dans un effet de miroir finalement. Plus la société elle se met en accessibilité et plus on conçoit et on comprend qu'on peut donner la parole, qu'on peut entendre cette parole, qu'on peut la respecter et l'appliquer. Je crois que ça, c'est essentiel, finalement. Donc, merci à tous les deux pour ce témoignage et puis pour le parcours dont vous nous avez parlé. Peut-être juste, moi, ce que je dirais, c'est que effectivement, j'ai entendu au cours de ma vie de maman beaucoup de choses et que se relever de ça, c'est très compliqué quand vous avez quelqu'un qui vous dit « Madame, votre fils, vous n'en tirerez rien » ou avec sa petite intelligence, je ne suis pas sûre qu'il arrivera à mettre son bonnet de bain. Vous savez, vous n'avez plus qu'une seule envie, c'est de vous battre pour arriver à montrer, quoi qu'il en soit, qu'ils ont tort. Voilà. Mais ça remet beaucoup de choses en moi, tout ça. Oui, oui. Ça pose beaucoup de questions, ça remue beaucoup, oui. En effet. Mais là où je garde un espoir qui est certain, c'est que les amis des personnes qui côtoient les enfants handicapés, ce qui est le cas de mon fils, seront ses collègues demain en fait. Et c'est eux qui vont modeler leur propre monde.
Et ils appartiendront à un monde qu'ils feront et non pas à un monde qu'on leur aura laissé selon nos règles d'aujourd'hui. Et c'est ça que je trouve beau, mais c'est très lent, c'est très très lent. Je ne sais pas s'il y a une autre question. En tout cas, je tiens vraiment à vous remercier tous les deux. Je sais que ça a été un exercice qui est venu percuter les intérieurs. Reparler de ce parcours, c'est un véritable travail sur soi parce que ça nous renvoie à des expériences, des moments qui ont été plus ou moins douloureux. Et je vous remercie vraiment, vraiment de votre participation et de ce que vous avez pu faire partager au public aujourd'hui. Merci à vous. Merci Delphine. Merci. Président. Bon, alors sur ces témoignages extrêmement intéressants, nous avons pu avoir, qui ont été travaillés, hein, faut pas croire que c'est pas que de la spontanéité. En tout cas, c'est aussi la preuve des possibles, en tout cas qui existent. Et en même temps, je pense que le mouvement de la société, il doit aller dans ce sens-là, bien évidemment, mais que ça peut se faire aussi qu'avec des moyens financiers, avec des moyens humains, et que, en fonction effectivement de ce que l'on désire mettre en œuvre et en place, on pourra effectivement arriver à avoir une société qui soit plus inclusive. Ceci dit, la journée n'est pas terminée. Vous allez pouvoir vous aérer, aller déjeuner où vous voulez, mais surtout, vous n'oubliez pas de revenir à 13h30. À partir de 13h30, donc ça veut dire qu'il va falloir faire très vite, bien évidemment, qu'on puisse vous accueillir dans de bonnes conditions afin de pouvoir redémarrer l'intervention à 14h avec Monsieur Marcel Gégère. Voilà, merci et bon appétit.